Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour pouvoir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de voir que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, Pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques. pour amadouer la techno, harmoniser la Cesser technique. de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué officiellement pour la première du podcast E2FM pour les habitués. Déjà le premier épisode. Pour ceux qui ne le sont pas, E2FM entre deux fins de mois, un endroit où on va se réunir, le tiers 1, tiers 2 et tiers 3 de l'industrie automobile au Québec. Donc, c'est vraiment une belle patente, une belle organisation, une belle communauté qui est en train de prendre forme depuis 1 an pour tous les professionnels de l'industrie automobile. Et je vais sans plus tarder sortir mon premier invité du backstage afin qu'il puisse nous revenir. Puis je vais vous présenter mon premier invité pour ce podcast, nul autre que Yann. Salut Yann. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Yann Samiushi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, VPDG de la Corpo, mais surtout la Corpo, CCAQ, je vais préciser, hein. Mais surtout, je veux dire un ami, un bon collègue avec qui j'ai des échanges depuis plusieurs heures, pour ne pas dire plusieurs mois et même plus, au sujet de ce qui nous passionne, notre industrie automobile au Québec. J'ai décidé aujourd'hui de t'inviter. On a un sujet un peu spécial que je vais présenter dans quelques secondes. Mais merci de te joindre à moi et à nous, de me faire ce privilège-là. C'est super fin, Dominique. C'est moi qui est privilégié d'être le premier à participer à ton. Tu n'as rien fait encore. Attends, tu me diras ça dans une demi-heure, Yann. Attends. Ah, OK. C'est bon. Bon, c'est vraiment un plaisir, je pense, partagé. Santé. Je te fais un bon café. OK, tu me rends l'appareil, ça c'est bien. OK. Il est excellent ton café, Dominique. Il est excellent. Ça, merci. Je vais reparler à ceux qui se joignent à nous. On en reparlera à un moment donné du bon café. On va avoir le temps. Aujourd'hui, je veux maximiser le temps qui est mis à ma disposition avec quelqu'un qui a un agenda vraiment pas chargé. Donc, Yann, écoute, on se parle depuis quelque temps au sujet de la loi 64 et de ce qui se passe au Québec spécifiquement et de ce qui va se passer. Puis un peu je dirais le début de cette conversion-là, c'est des inquiétudes que j'avais parce que je commence à creuser depuis quelques mois. Puis là, je pose des questions de dire, est-ce que j'ai raison de ne pas m'inquiéter, mais de m'enquérir d'une... Y a-t-il quelque chose de gros? Fait qu'on a commencé à avoir ces conversations-là il y a quelques temps. Et puis, je pense que tu m'as confirmé qu'en effet, il y a du changement pour 2022 au Québec, là. Absolument. Ben, c'est une loi, effectivement, qui a été adoptée l'an dernier. Et la mise en vigueur se fera quand même sur 3 ans, mais les premières dates, là, c'est au mois de septembre prochain. Donc, il va falloir s'y préparer. Il faut commencer à en parler, manifestement, Dominique, puisque tu m'as interpellé. J'ai dit, ben écoute, il y a peut-être quelque chose à faire, un message qu'on n'avait pas encore fait circuler dans le milieu. Alors, on l'a fait, tu l'as fait, tu nous as aidés aussi. Ouais, Je pense que tu as écrit des articles de fond assez intéressants, notamment Oui, c'est vrai. dans l'affaire automobile. Ouais, pour ceux qui, peut-être, je pense que c'est l'article de décembre qui est paru là, dans Affaires automobiles, où est-ce que je pose des questions. Puis c'est un peu ça aussi là, qui a été notre conversation, c'est que je pose beaucoup de questions. On va peut-être pas adresser les réponses aujourd'hui parce que on va en reparler vers la fin. On va avoir une belle opportunité avec la Corpo, je crois, d'avoir un bon début de collaboration et de réponse. Parce que là, je crois qu'aujourd'hui, on va faire poser les questions peut-être un peu plus à certains concessionnaires. J'ai des clients qui, quand je leur parle de la loi 64 et de ce qui s'en vient, me disent « On verra ça dans 10 ans ». J'en ai d'autres qui me disent « Dom, viens me rencontrer, je veux être certain qu'on va être prêt ».
parce que là, on n'est pas tout le monde sur la même longueur d'onde. Fait que ce que j'avais à te proposer aujourd'hui, puis pour ceux qui nous écoutent, c'est de faire peut-être une petite rétrospective, une mise en contexte de pourquoi on est rendu avec la loi 64, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années, qui est assez, je veux dire, exponentiel au niveau de la loi. Fait que de comprendre un peu peut-être le contexte de l'évolution de la technologie. Ça a amené l'évolution de la data, qui a amené l'évolution un peu des problèmes et des lois pour circonscrire ça. On parlait des lois dans nos conversations. Moi, je suis un peu le gars électronique, informatique, fait que c'est souvent les lois appliquées, mettons, au web, à l'informatique, mais le droit à la vie privée, dans un sens, tu sais, on va parler pour notre loi locale, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein? C'est ça que tu me disais? Non, c'est pas nouveau. Puis, tu sais, souvent, puis on va le remarquer, puis je pense que ça va être intéressant pour tes auditeurs, Dominique, qu'on fasse le tour du contexte, puis l'histoire derrière les travaux parlementaires qui ont donné lieu avec la loi 64 qu'on connaît aujourd'hui, puis qu'on va connaître davantage dans les 3 prochaines années. Le droit à la vie privée, le droit à la protection des renseignements personnels, Dominique, ce n'est pas une chose nouvelle. Maintenant, ce qui arrive, puis tu l'as dit, là, les technologies évoluent, puis évoluent à un rythme rapide, puis même exponentiel, devrais-je dire. Ouais. Alors, souvent, le droit se retrouve à être un peu à la remorque de ce qui se produit sur le marché. Puis, je ne veux pas devancer notre discussion. Je sais que tu as un beau cadre là, que tu as préparé, Dominique, qu'on va pouvoir. On l'utilisera peut-être pas. Stresse-toi pas avec ça. Bon, ben oui, tu disais être à la remorque parce que c'est réactif. Ouais. Il y a des choses qui vont se passer auxquelles peut-être on n'avait pas pensé ou justement pas mis des précisions dans la loi pour certains types, comme par exemple les courriels avec ce que ça a pu amener. C'était pas quelque chose qu'on avait dans les lois auparavant. Oui, c'est réactif, mais j'ai l'impression que c'est réactif, puis on va peut-être le voir exponentiel aussi. Ça suit, c'est-à-dire aussi et c'est là, moi, que j'ai eu comme l'espèce de point d'interrogation qui a dit « Oh, attends une minute, là. Il y a quelque chose qui se passe, on va le voir tantôt. » Et par rapport à ça, probablement que c'est mondial, c'est sérieux, ça va être... on n'a plus le choix. Je vais partager rapidement. Donc, j'ai essayé de faire un mini condensé. Fait que ça, c'est un TDAH qui travaille avec 642 pages web à faire de la recherche pour essayer de comprendre le contexte. Parce que j'ai, comme philosophie, si je comprends le contexte, je vais être un peu plus en mesure d'avoir des bonnes conversations puis des bons échanges avec les personnes pour nous aider à essayer d'anticiper ce qui va se passer. L'évolution des technologies, qui est un peu la base de tout ce qui se passe, il y a comme 4 grandes périodes. Puis, le Web 1.0, qui est le traditionnel, les gens vont dire que ça a commencé au niveau des années 80 quelques avec l'arrivée d'Internet et du www, donc la structure des réseaux. Premiers hackers qui apparaissent aussi dans les débuts 80 quelques, je pense que c'est en 84 la première information. Je ne dirais pas de quel endroit tout ça, mais début 2000, eBay, Google qui naît. Cette période-là du Web 1.0, c'était vraiment un web traditionnel, c'était de connecter ensemble les informations, puis le focus c'était pour les entreprises comme des catalogues. On n'avait pas trop de problématiques à ce niveau-là. Où est-ce que ça a commencé à, si vous me permettez l'expression, chier un peu? Web 2.0, le social, c'est quand on a commencé à se connecter les gens. Les médias sociaux, entre autres, le iPhone, fait que tout ce qui est le mobile et les médias sociaux qui sont arrivés en même temps, c'est là qu'il a été un point d'inflexion au niveau de ce qui se passe, que c'est de façon exponentielle, parce que là, de connecter les gens, puis le focus qui est sur la communauté, bien là, ça l'a fait en sorte que ce qu'on avait comme data, c'était plus juste des datas de gouvernement ou de compagnie, c'était nos données personnelles. Ça s'est ouvert aussi à ce moment-là, parce que de mémoire, Dominique, puis tu connais ça mieux que moi, mais Facebook, qui est quand même le gros corps là, en termes de médias sociaux, c'était sur les campus universitaires américains jusqu'à peu près en 2007. Ouais. Puis si mon souvenir est bon, c'est en 2007, moi, que je me suis inscrit à Facebook. Alors, ça fait 15 ans de cela. Faudrait qu'on check nos dates. C'est pas loin aussi, parce que je pense que la date comme officieuse du lancement, comme grand public, c'était quelque chose comme 2005. Justement. Okay. Mais au début, puis on embarquait dans quelque chose qu'on ne connaissait pas.
qu'on n'aurait pas pensé utiliser peut-être autant sur ces différentes formes. Puis ce qui est certain, c'est qu'on ne savait pas l'impact que ça aurait sur nos vies. Absolument. Pour le meilleur et pour le pire. À ce moment-là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Dominique, mais on faisait un usage des réseaux sociaux au tout début, là. On est en 2007-ish. Qu'on a adapté au fil du temps. On a compris c'était quoi la game des réseaux sociaux. On s'est un peu adapté. On a commencé nous-mêmes à s'encadrer, en disant, regarde, je ne partagerai pas tout dans les réseaux sociaux. Dans certains cas, le mal était fait. Il y a quelques histoires quand même qui se sont créées avec les réseaux sociaux. Totalement. Il y a eu un moment où on a dit, écoute, c'est tout qu'un monde dans lequel on entre. C'est pas une anecdote, c'est pas un nouveau produit, c'est pas un nouveau service simplement qui est lancé sur le marché. C'est révolutionnaire en quelque sorte. Oui, puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est, si tu me permets, Yann, là, on s'est comme auto-régulé dans un sens, parce que, tu sais, qui n'a pas partagé quelque chose au début sur un mur, pensant que c'était privé? Bon, c'est sûr, c'était peut-être veux-tu du rigatoni pour souper? Hein? C'était un peu moins évolué, les conversations. On partageait moins nos recettes. C'était plus qu'est-ce que tu veux manger au début. Mais on a comme compris un peu ce qui se passait, puis on s'est un peu auto-régulé. Après ça, il y a des lois, le reste a suivi, mais un peu comme tu disais tantôt, la loi, un peu comme nous, on va être réactif, on vit. Puis ce que j'ai l'impression, c'est que dans les dernières années, par exemple, le Web 3.0, qui est, admettons, de 2010 à 2020, qui est le web sémantique, là, on va connecter le savoir, puis on va focusser sur l'individu. Donc, c'est tous les objets connectés, l'intelligence artificielle, le big data. Ben là, justement, en ayant commencé à connecter le monde, ben là, on va connecter le savoir du monde pour que le focus sur l'individu. Fait que là, c'est encore là plus exponentiel ce qui se passe comme technologie. J'ai mis blockchain parce que je trouvais ça, je vais dire surprenant, parce que moi-même, je suis extrêmement, puis on a des conversations là-dessus, hein, on pourra en reparler, là, le NFT, les blockchains et le métavers et tout ce qui s'en vient, mais le blockchain, 2009-2010 environ, je pense que c'est 2008, officiellement la date pour le Bitcoin, quand ça a été mis au monde. Ça fait longtemps, mais ça ne fait pas longtemps qu'on en entend parler, que c'est mainstream, et c'est en train de faire la même chose, c'est exponentiel. On va le voir tantôt, puis on avait la conversation, tu sais, tu me disais, Yann, où est-ce qu'on va s'en aller avec les lois? On est en train de mettre des lois en place aujourd'hui, puis là, on ne veut pas dire à tout le monde occupez-vous-en pas parce qu'il va en avoir des nouvelles bientôt, mais ça va être le cas parce qu'on change la donne encore une fois, là. Ça va tellement vite, Dominique, que le droit a beaucoup de difficultés à s'adapter. Les gouvernements ont de la difficulté à suivre, en fait. Surtout avec le processus réglementaire et gouvernemental qu'on a. Tu sais, voter une loi, là, c'est un processus compliqué qui prend du temps. Ça passe par un processus de consultation. D'abord, on définit un problème après l'avoir vécu, évidemment. Ensuite, on fait un calcul politique à savoir, OK, dans l'agenda qu'on a, quand est-ce que ça serait le bon moment pour pousser une initiative législative puis faire une loi. Donc, on le fait. À ce moment-là, on part de 2-3 idées, on va en consultation avec les intervenants, les stakeholders pour savoir, OK, j'ai-tu une bonne idée comme gouvernement? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que les mesures que je veux mettre de l'avant sont les bonnes? Est-ce que je comprends le contexte et l'application? OK, je comprends. Exact. Puis après ça, ben, ça passe par une étude en commission parlementaire avec les partis d'opposition qui sont là, les parties prenantes qui viennent témoigner. Il y a des amendements à la loi, puis éventuellement, ben, il y a une adoption au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça procède, la loi. Alors, des années. On sera toujours en quelque sorte à la remorque de ce qui se passe. Puis la vitesse avec laquelle évolue la technologie, nécessairement, comme tu l'as dit tantôt, ce sera toujours réactif. Alors, on en jasait un peu à la rigolade, Dominique, mais j'estime que lorsque la dernière phase d'application, en fait, la loi 64 va être en vigueur, en fait, en 2000, là, je ne veux pas te mentir, 23, là, Angela et Julia pourront le préciser aux concessionnaires puis aux fournisseurs. 22, 23, 24, si je ne m'abuse. 24, c'est ça. Mais je pense que le gouvernement n'aura pas le choix de déjà commencer à anticiper la prochaine phase réglementaire qui va encadrer la prochaine phase web que tu as parlé, les blockchain, NFT, tout ça.
Parce que là, on protège les individus présentement, puis c'est tout à fait correct, c'est souhaitable que les gouvernements se préoccupent des individus. Mais après avoir protégé les individus, qu'est-ce qu'on protège, Dominique? C'est les biens. C'est les droits de propriété des biens. De la manière que l'économie de demain va se développer, avec toi, tu me parlais de décentralisation, tu m'as un peu ouvert les yeux là-dessus. Ben, il va falloir, ça va être une révolution pour le Code civil. Pour les régimes civils de droit, là, ça va être une révolution. On vient complètement changer le système de propriété et d'échange des biens. Ça, c'est fondamental. Puis la raison pourquoi je te dis ça, Dominique, c'est que dans les faits, la loi 64, là, il n'y a pas de révolution là-dedans. Puis je vais t'expliquer. C'est vrai. Certains disent que la loi 64 est une loi sévère, ça sort du cadre de ce qu'on a vu ailleurs dans le monde. C'est vrai à différents égards, puis on le traitera peut-être un peu tantôt si tu veux. Mais reste que, fondamentalement parlant, les principes ont toujours été. Dans le fond, le Code civil du Québec comporte certaines dispositions qui parlent des renseignements personnels et du droit à la vie privée. Ça existe, ça a toujours existé. Ça existait dans le Code civil du Bas-Canada qui a précédé le Code civil du Québec, qui lui-même est calqué du Code de Napoléon, comprends-tu? C'est ça que j'allais dire, parce que là, le Bas-Canada, tu me rappelles un petit peu en arrière dans mes... moi, en histoire, j'étais tellement bon, j'aimais tellement ça, mais il y a quelques temps, avec, là, tu dis Napoléon, tu confirmes, donc c'est un peu ce qu'on disait en début, c'est le principe de droit à la vie privée, ça, c'est pas nouveau. Là, c'est la transposition puis l'application au numérique qui était le défi. Ça, je pense que c'était comme le premier défi pour la loi. Puis là, le deuxième, je pense que tu l'as énoncé. Je voudrais pas aller là aujourd'hui parce qu'on va se perdre pendant des heures, mais avec les blockchains, la décentralisation, justement, le contrat, la propriété et ce que ça représente, on va avoir une belle révolution technologique. Mais de ce que j'ai compris, la 64, puis on va le voir tantôt, mais va s'inspirer de ce qui se fait. On n'est pas décalé, on n'est pas offset. On va pouvoir un peu s'enligner, puis un peu tout le monde qui s'enligne. Je vais repartager technologie. Je vais passer la technologie. Puis les data breach, je vais le passer rapidement parce que je vais aller tout de suite quand on parle des lois. The Creeper, les débuts des années 70, premier virus informatique. Donc, on parle des data breach, là, le premier qui aurait causé des torts, mais blague à part, là, je dirais comme AOL, puis une compagnie de vêtements américains 2004-2005, c'est là qu'il y a eu les premiers data breach, c'est là qu'il y a eu les premières violations des informations personnelles des gens. Donc là, par exemple, AOL 92, on le parlait, c'est 92 millions de personnes qui ont eu leurs informations personnelles dévoilées sur le dark web ou peu importe, c'est quoi les processus. Fait qu'il y a eu ces deux petits événements-là. Puis après ça, l'arrivée des médias sociaux, comme on parlait tantôt, le Facebook, le mobile, bien là, ça a fait que justement les concentrations de gens comme Facebook, Netflix ou même Yahoo, bien là, c'est des 80 millions, 100 millions en début de 2008, 2000. Écoute, Facebook, on disait tantôt, 2006 peut-être le début, mais déjà en 2008, 80 millions. Genre un breach de sécurité, puis que ça a l'air qu'il était comme très, pas coupable, mais paresseux un peu sur la démarche. Yahoo 2013, c'est énorme. Yahoo 2013, le 3 mai, c'est 3 milliards de personnes de data. Gouvernement du Canada en 2011, 3 ministères qui avaient été attaqués. Fait que ça, c'était comme une première série de gros événements. Mais là, il y a une concentration qui est en ligne encore là avec le côté exponentiel de la technologie. Alors, on regarde juste comme 2018, 19, 20, les 2-3 dernières années. Là, c'est des 500 millions, 1 milliard 100 000, 885 millions, 200, 700, 500 médias sociaux, entre autres et autres. J'ai pas hâte de voir, on parle de blockchain, le métavers, puis... tu sais, comme, parce que là, les décentralisés, si on arrive avec des mondes décentralisés où est-ce que nos assets, nos affaires personnelles, nos data, on peut les transporter d'un endroit à l'autre, bien là, ça revient que tout est connecté. Espérons qu'il n'y aura pas de brèche dans ce futur-là. Mais c'est cette slide-là, Yann. Vas-y. Excuse-moi. Ces chiffres-là sont énormes. Puis là, on parle de data breach dans le sens que
il y a une tierce partie mal intentionnée, tiens, je vais le dire comme ça, qui prend des moyens technologiques pour accéder illégalement à des données. Totalement. Mais il y a autre chose que ça. Je pense que le gouvernement s'attaque à ça, notamment, mais il y a aussi des entreprises légitimes qui ont accès, de par un contrat qu'ils ont avec l'utilisateur de la plateforme, à ces données-là, qui ont prévu contractuellement, c'est-à-dire que moi, je m'appelle Facebook, je te demande, Dominique, acceptes-tu que je prenne tes données pour permettre à mes annonceurs de faire du marketing numérique chez nous? Toi, tu vas dire oui, tu vas faire tes 2 clics, tu vas lire ou tu ne liras peut-être pas le contrat de service. Là, non, sûrement tu vas cliquer parce que ton voisin est sur Facebook et tu vas être sur Facebook. Exact. Alors, dans le monde du légitime, là aussi, il y a des enjeux. Puis là aussi, les gouvernements sont hautement préoccupés. Quand tu vois que l'élection d'un gouvernement américain, on n'est pas l'entiers-monde, là. On est aux États-Unis d'Amérique. L'élection d'un gouvernement, celui de Trump, a été fortement, mais je fais attention à mes mots, mais je trouve qu'il est bien choisi, fortement influencé par du targeting numérique, acquis légalement ou illégalement. Il y a certaines personnes, certaines théories comme quoi il y aurait eu quand même des tractations discutables, mais reste une agence marketing du nom de Cambridge Analytica achète ces données-là pour pousser du contenu visant à influencer le vote ultime à une élection démocratique aux États-Unis d'Amérique. Et ces agences-là peuvent être payées par les Américains, peuvent être payées par des gouvernements autres. Exemple, la Russie, puis je prétends rien, je vais juste soulever la question comme tu le fais si bien, Dominique. Est-ce qu'on peut être contre la vertu des gouvernements qui disent « Oups, il y a un problème auquel s'attaquer aujourd'hui ». Est-ce que c'est normal que des éléments fondamentaux, c'est-à-dire la démocratie, le droit à l'autodétermination des peuples, est challengé par un Facebook? Est-ce qu'on peut dire au gouvernement « Non, écoute, laisse le marché évoluer, ne t'intéresse pas à ces questions-là de données, puis de Facebook et name it ». Je pense que poser la question, c'est un peu... totalement. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est un peu l'évolution aussi, c'est les gens, c'est nous, la data. Tu sais, le GAFAM a un peu cristallisé dans les dernières années. On pouvait mettre un visage sur, je veux dire, le gros méchant qui prenait notre data, les third parties, puis qui revendait ou peu importe, mais avant, c'était des hackers, c'était plus ponctuel, c'était pas des attaques centralisées d'une certaine façon. Donc, on passait des lois théoriques qui étaient un peu plus dures à mettre en application. Mais là, dans les dernières années, il y a des lois qui sont mises en application, puis il y a déjà, écoute, c'est, je crois, une semaine ou deux, c'est 150 millions pour Google, 60 millions pour Facebook, des amendes. Donc, ça a commencé à... On a le GAFAM qui a fait des choses. Là, les gouvernements ont dit, OK, il faut légiférer là-dessus. Puis, un peu en parallèle, eux-mêmes sont victimes d'une problématique par rapport aux data ou à la vie privée avec, comme tu l'as dit, puis l'élection américaine est peut-être une des nombreuses ou fait que tout ce qui influence. Fait que là, quand le gouvernement se sent un peu à la base de la Constitution, le système démocratique, ben là, ils sont en train de légiférer là-dessus aussi. Fait que là, il y a un peu le double mouvement de on va protéger les citoyens, mais on doit se protéger nous-mêmes, le gouvernement. Puis là, ils se rendent compte que ben, finalement, c'est tout relié, hein, c'est toute la même chose. C'est que le problème est le même. On ne le réglera pas parce que là, les médias sociaux, là, c'est comment que ça divise. Je vais prendre une parenthèse pour parler de division. On parle de COVID, de vaccins, de non-vaccins, de... Ça, là, essayons juste de ne pas être divisés. C'est un peu ça le défi. Puis dans les dernières, je vais dire peut-être 10 dernières années, ben, sans le savoir, on s'est fait diviser parce que plus on consomme du contenu sur les médias sociaux qui nous plaît, plus ils nous en montrent parce qu'on passe plus de temps sur la plateforme. C'est ça la monnaie, c'est le temps, l'engagement. Qu'est-ce qu'on fait sur la plateforme? C'est ça qu'ils vendent. Fait que là, ils nous montrent de plus en plus. Moi, j'aime le rouge, toi, t'aimes le bleu, mais et là, dans 5-6 ans, là, le rouge est mal et le bleu est mal. Là, on a perdu la... Fait que, il y a ça aussi, je pense, qui vient mettre une pression
sur les gouvernements. Puis, c'est le side grade, hein, Dominique? Plus t'en manges, plus je vais t'en donner, plus tu vas aimer en manger. Hein? C'est un peu ça, les réseaux sociaux. Puis, pardon, là, c'est un peu aussi des pays, peut-être, et des gouvernements qui se livrent à ça. Donc là, est-ce que ça va être... Il y en a qui parlaient d'avoir différents Internet. Hein? C'est un peu la Chine qui a son réseau quasiment intranet. La Russie qui est en train de développer le sien. Les États-Unis qui pensent faire la même chose. Ça, j'ai hâte de voir, mais... je te partage, j'ai fait un peu de recherche parce que, écoute, je te rencontrais, hein, puis je m'intéresse à la technologie, à la loi. J'ai découvert des choses fascinantes comme c'est en 1978 qu'une des premières lois, proprement dites, écrites, la loi informatique et liberté en France, qui était pour la protection, comme tu disais, ce qui était par défaut un peu la vie privée, mais là au niveau informatique. Puis ça a l'air que le gars qui était un maire dans une ville à quelque part, ça faisait depuis 70 qu'il voulait faire ça. Il était en avant de son temps. Il y a eu le Canada en 83, puis ça, j'ai appris ça, je ne savais pas, mais le premier Privacy Act, donc le Canada de protéger les données personnelles et confidentielles par rapport au web en 83. Jamais j'aurais guessé ça, j'aurais pas gagé 2 cents là-dessus, j'aurais été début 2000, un peu comme quand il y a eu les mises à jour début 2000, mais fait qu'il y a eu comme pas grand-chose avant 90. Puis là, justement, après ça, 2000-2010, ça a commencé un peu parce que, comme tu disais, tout est long. Le GDPR 2018 a commencé, je pense, en 2004, les travaux et tout ça. Donc, j'ai l'impression que 2010, cette période-là, il y a eu beaucoup qui s'est fait un peu en Europe, aux États-Unis, au Canada. En 2006, on en parlait rapidement, le ITIP de 2006, puis là, je vais lire ma note, c'est la loi fédérale russe sur le personal data, le Information Technology and Information Protection Act. Donc, la Russie, eux, leur dernière mise à jour est 2006. J'arrête ça là. Mais Yann, je veux t'amener parce que... Il n'y a pas grand-chose à dire en lien avec ça. Hein, je trouvais le fait intéressant. Je veux dire, oui. J'ai mentionné Tchernobyl sur Net. C'est une excellente série. J'aime beaucoup l'histoire série, oui. Maintenant, oui. Pas à l'école. Mais Yann, dans nos conversations qu'on avait, tu as commencé un peu à allumer, je veux dire, mes lumières parce que il ne s'est comme pas passé grand-chose pendant 10, 20, 30 ans depuis le début de l'informatique. Puis là, comme 2018, et qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il y a comme une effervescence. C'est pas, c'est ça, c'est pas désincarné, il s'est passé quelque chose. Puis, mais tu me permets-tu d'aller un petit peu plus loin dans le temps? Tu sais, dans le fond, il y a eu des phases de législation. Comme je t'ai dit, le principe des renseignements personnels existe depuis des décennies. C'est la première version du Code civil qui date de 1994 en traitait. Mais ce n'était pas aucunement relié à la technologie. C'était les renseignements personnels au sens large. Mais les principes étaient là. Ce que ça disait, Dominique, puis ce que ça dit encore, c'est si quelqu'un constitue un dossier sur toi, tu as des droits. Il faut que ça soit constitué pour des fins légitimes auxquelles tu as consenti. Il faut que tu aies un droit d'accès pour te permettre même de corriger s'il y a des informations dans le dossier qui sont non conformes. Puis en plus, tu dois pouvoir avoir accès à ton dossier d'une manière simple et efficace. Juste une seconde. Oui, mais là c'est ça, attends une seconde. Là. Tu ne me parles pas de la loi 64 en ce moment. Là. Non. Tu me parles des principes 94, tu m'as dit? 94, OK. Absolument. Hey, pour ceux qui n'ont pas encore lu soit là, mon article ou d'autres affaires sur la loi, là, je suis vraiment surpris parce que ce que je trouvais qui était nouveau, en toute humilité, hein, je vais me dévoiler comme ça, dans la loi 64, il y a des parties qui disent, il faut que tu aies accès à tes datas d'une façon structurée. Il faut que tu puisses les avoir. Il faut que l'autre aille, il faut que tu ailles consenti. Il y a un paquet de faits, je veux dire, qui me semblaient nouveaux. Finalement, c'est 94 le principe. Tu sais, Dominique, je t'écoute. Je vais le dire pour tes auditeurs. Souvent, j'écoute ton podcast, mettons, entre 9h et 10h, juste avant d'aller me coucher, parce que tu as une voix radiophonique qui me calme. J'adore ça.
J'adore ça. Ça me permet d'avoir une bonne nuit. C'est pas parce que J'en c'est pas dors. intéressant. Non, OK. Non. La nuance est importante. L'énergie est bonne, la vibe est bonne. L'énergie est parfaite. C'est parfait pour bien dormir, dire crime. Il y a des gens qui réfléchissent autant que moi. Je suis pas tout seul dans mon monde. C'est parfait. Mais tout ça pour te dire que tu parles souvent d'un process opérationnel pour une concession. Puis souvent, je t'ai entendu dire à plus d'une reprise, ben, c'est dans l'exécution que ça avorte, que ça chire, pour reprendre ton langage. Ouais. Alors, le cadre juridique a toujours été là, mais c'est dans l'exécution que ça a chiré. OK? Puis même, je vais aller plus loin, ils ont essayé en début 2001, cadre juridique sur les technologies de l'information, une nouvelle loi au Québec. Ce que c'est venu dire essentiellement, c'est perdez pas de vue ce qui est déjà existant. C'est pas parce qu'un document est informatique ou de nature technologique que la loi ne s'applique plus. Alors, il y a eu une phase, début 2000 au Québec, puis quel résultat ça a eu? Certainement qu'il y a eu de l'impact. Mais là, actuellement, puis on en arrive exactement à la loi 64 à Dominique, puis tu m'as lancé une belle poque sa palette. Il y a une raison pourquoi tout le monde s'est activé en 2021, du moins, pour mettre adopter les lois. C'est que GDPR ou RPDG en français, là, je ne veux pas le dire dans le mauvais ordre, qui est le régime légal qui touche les renseignements personnels numériques, surtout au niveau européen, qui est le premier, selon moi, là, régime adapté à la situation d'aujourd'hui. Moderne, puis limite. Ce régime-là est venu, bon, les concessionnaires qui nous écoutent vont comprendre ça, peut-être certains fournisseurs aussi. Tu sais, quand tu es deux associés dans une business, faut que tu te fasses une convention entre actionnaires, tu sais. Pour dire, regarde, si jamais ça ne marche plus ou on appelle ça une clause shotgun. Je te rachète, tu me rachètes, tu me relances, je te relance, OK? Pour finalement mettre un terme éventuellement à une relation. C'est un peu différent de ce qu'on va dire aujourd'hui, mais l'Europe a envoyé un shotgun, une clause shotgun au monde entier, en disant, voici, je viens de mettre la barre là, OK? Pour que tu puisses encore faire affaire avec mes ressortissants au niveau de leurs données numériques, tu dois minimalement, toi aussi, Canada, États-Unis, Chine, Russie, mettre la barre là, sinon plus haute. OK? Et il y avait évidemment du temps qui avait été prévu dans la loi pour dire, vous devez vous adapter à notre régime d'ici telle date, et cette date-là arrivait en 2021 à échéance. C'est ça, c'est pourquoi le punch est tout là. Un peu justement le RGPD qui a été, on va dire, mis en application en 2018, parce qu'il est plus mis en application au niveau des pénalités en 2021. Fait que c'est comme si l'Europe a pris les 10 dernières années avant, pendant qu'il se passait toutes les affaires avec le GAFAM. Ils ont pris le temps d'analyser bien comme il faut, de regarder tous les tenants aboutissants de ce que ça implique, je veux dire le numérique. Ils ont dit, voici des... Puis les standards sont bons, hein, je pense que... par exemple, tu sais, la vie privée par défaut, tu sais, si je ne consens pas, c'est non. Fait qu'il y a un paquet de détails, puis peut-être qu'on pourra en apprendre un peu plus là, on va en reparler tantôt avec le premier rendez-vous pro de la CCAQ. Mais ils ont pris le temps de faire de quoi de bon, puis ils ont dit, ben là, si vous voulez faire affaire avec nous autres, les autres, vous... Fait que là, quand on regarde les autres pays, que ce soit le Canada avec C11, le CCPA qui est en Californie, qui est aux États-Unis, le PIPL, la Chine, 2021. Quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Fait que là, c'est surpris, tu sais, mais oui et non, parce que par exemple, la Russie, depuis 2006, je n'ai pas vu d'update. Je m'attendais à ce que la Chine soit un peu plus longue, peut-être, à réagir, parce qu'il y a des réalités qui sont extrêmement différentes. Mais déjà, comme, je veux dire, presque une mise en application du RGPD en français, qui est le PIPL, le POPIA, qui est l'Afrique du Sud. Je pense qu'il te dit quelque chose, hein? Mais qui aussi en 2021. Fait que c'est un peu ça. C'est que là, tous les pays ont comme pas eu le choix de dire, OK, l'Europe étant l'Europe. Ça aurait pu être les États-Unis aussi qui auraient commencé ça, mais je pense que l'Europe a encore plus d'impact et par sa position, son nombre aussi.
Fait que c'est ça qui explique que là, tout d'un coup, puis là, quand je regardais sur justement la ligne temporelle, c'est comme tout s'est mis à décoller, mais c'est en réaction à ce que l'Europe a fait. Donc, Exact. le Canada a fait ses 11. Oui, vas-y. Mais on peut être étonné que la Chine ait déjà emboîté le pas, mais quand tu regardes ça, de la manière que la Chine se positionne sur l'échiquier mondial, c'est pas si étonnant que ça. Puis, on va pas juger comment je dirais ça? De la gestion interne de la Chine avec ses ressortissants, mais reste que la Chine, avec des produits technologiques qu'elle commence à lancer, différentes plateformes notamment, ne pouvait pas se couper d'un marché de 450 millions. Là. C'est ça à peu près l'Europe. Je ne veux pas trop lancer de chiffres des airs, mais il me semble que c'est pas mal ça. Alors, si jamais elle ne s'adaptait pas au RGPD, mais elle se coupait d'un Christie de gros marché. Puis sachant que le reste allait suivre aussi. C'est ça, absolument. Fait que des fois, l'occasion précipite les choses. Donc là, on a la planète qui est en train de s'enligner pour dire on va quasiment mettre un standard parce que là, j'ai vu il y a 2 semaines Google Analytics en Europe que là, des compagnies ont dit tu n'utiliseras plus, tu n'auras plus le droit parce que les données sont sur des serveurs aux États-Unis. Et là, les États-Unis n'avaient peut-être pas encore, à certains égards, mis à niveau leur politique. Donc là, je pense aussi qu'il y a cette pression-là qui va venir où est-ce que on va peut-être avoir une première chose mondiale, une espèce de loi ou un registre, quelque chose qui va être universel, jusqu'à temps que le métaverse, les blockchains et tout le reste déballent. Mais la loi 64 au Québec, pour revenir à ça, parce que les concessionnaires à qui je parle, mais surtout aussi, je veux dire, ma gang, je parle souvent de tiers 1, tiers 2, tiers 3, qui est les manufacturiers, tous les fournisseurs de produits et services, les partenaires, les corporations, puis il y a les concessionnaires. Mais dans nos collaborations avec tous les partenaires technologiques, que ce soit des fournisseurs de sites web, de CRM ou peu importe, il y a énormément de questions sans réponse sur la loi 64. Et j'avais l'impression qu'on va devoir plus que jamais travailler ensemble puis collaborer ensemble pour arriver à définir comment on va pouvoir faire la meilleure business possible dans un cadre légal en respectant par défaut et tout ce qui vient avec le consommateur. Mais comment je peux bâtir un écosystème pour utiliser légalement la donnée du client pour bien le servir? Parce qu'en ce moment, c'est pas comme ça. En ce moment, on n'a pas cette conscience-là de la data. Je pense que c'est dans l'article que je disais, comme tu demandes aux concessionnaires, même à certains partenaires, où est-ce qu'elle est ta data? Sont où tes serveurs? Comment c'est structuré? Quel type de data tu gardes? Combien de temps? Un paquet de questions auxquelles on va devoir répondre avec la loi 64. Ma perception, parce que tu disais tantôt un peu 94, il n'y a rien de nouveau, mais on va avoir beaucoup de travail. Là, je pense que là, ça va être à nous autres, les compagnies, les corporations, les concessionnaires, les business, avec le gouvernement, on va devoir travailler ensemble, mais pas à peu près comme on ne l'a jamais fait, non? Oui. Il n'y a rien de nouveau au niveau des principes. C'est là où il y a une nuance importante parce que dans l'exécution, dans la mise en application de la loi, il y a du travail à pousser. Là, on est dans un stade, Dominique, puis merci, tu nous aides aussi là, de par quitter, puis ce que tu fais à créer une conscience collective dans notre marché. Regarde, il y a quelque chose à regarder puis à se préoccuper. Mais là, il y aura un plan de travail tantôt. Puis là, dans le fond, au webinaire de jeudi, le 19, on va avoir Maître Angela Nguema en ligne. On va avoir Maître Julia Saliba. Il va aussi avoir Robert Richelieu, qui est notre coordonnateur TI ici à l'interne, pour venir dire, écoutez, on est en train de préparer un plan de travail pour vous. Voici les étapes qui s'en viennent. Fait qu'on va vous informer, les concessionnaires et fournisseurs, ce qui s'en vient. On a 9 mois devant nous pour la première date de mise en application. C'est pas long. C'est pas long, 9 mois. Ça n'a pas de sens, là. C'est demain. 9 mois pour accoucher. Pour accoucher de quelque chose. Là, c'est des quintuplés qu'on attend. C'est ça l'affaire, par exemple. Absolument. Absolument. Mais, Yann, là, le 19 janvier, par ceux qui réécouteraient en rediffusion, donc les concessionnaires, vous avez accès par l'entremise, entre autres l'infolette qui vous est envoyée avec la CCAQ. Vous allez avoir accès à cette, je ne veux pas dire formation-là, mais formation, information, le premier rendez-vous pro,
où est-ce que les avocats vont nous donner un peu plus de réponses, technologie aussi, donc peut-être que ce qui va être comme le chantier de travail de la Corpo en 2022, j'ai bien compris. Mais là, mon point est que aussi les partenaires comme moi, très souvent, que ce soit les fournisseurs de sites web, de CRM, les agences de marketing, n'ont probablement pas accès à ça. Est-ce qu'il y aurait une façon, par exemple, je ne sais pas, en communiquant avec toi, il pourra avoir accès à cette information-là parce que je pense que ça va être essentiel. On ne pourra pas faire autrement. Absolument. Mais ce qu'on va faire, Dominique, ce que je propose, il y a Andréane Gourdeau, qui est notre chargée de projet au niveau des rendez-vous professionnels. Andréane, qui est aussi une conseillère RH, donc elle fait différentes choses chez nous. Ce que je suggère, les gens qui nous écoutent, que ce soit des concessionnaires, fournisseurs ou partenaires qui ne se retrouvent pas là pour pouvoir s'inscrire, qu'ils écrivent à Andréane. Son adresse courriel, on pourra peut-être la mettre à quelque part en lien, sinon je vous la donne. C'est agourdeau, A-G-O-U-R-D-E-A-U, en commercial, ccaq.com. Alors, bien évidemment, pour les biens d'industrie puis de la mise en application de la loi, on va permettre à tout le monde de s'inscrire, c'est clair. Et s'il y en a qui l'auraient manqué, on va voir pour peut-être la mettre sur notre plateforme Didacte pour que les gens puissent aller là. J'allais vous mettre la pression de faire ça parce que là, il faut nourrir ça. Là, puis là, ça va être une bonne. Puis je pense qu'il va en avoir plusieurs. Puis c'est un peu la première fois aussi qu'on va, je veux dire, partager du contenu qui était principalement destiné pour les concessionnaires, mais là, avec les partenaires alentours, cette collaboration-là aussi, parce qu'on a tous le point commun de la loi et de son application, j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus de belles rencontres, de belles conversations. Et je le souhaite parce que j'en ai, moi, à tous les jours. C'est pour ça que la communauté A2FM, c'est quoi? C'est les 15-20 dernières années dans l'industrie. Puis comme les rencontres qu'on avait, Yann, on va jaser. Puis là, je disais, il faut le mettre en podcast. La loi 64, super sujet excitant pour mon premier podcast dans 2 fins de mois, mais le but du podcast, c'est de réunir les professionnels de l'industrie qui ont une passion. Puis là, on parle de la loi, mais plus tard dans l'année aussi, on va parler de la transformation qui s'opère avec les manufacturiers, avec la technologie, le consommateur. Fait que là, on est vraiment à un point critique que je trouve, où est-ce qu'on doit s'asseoir et redéfinir qui on est et comment on travaille. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qu'on fait qu'on ne pourra plus faire, parce que la data, la façon qu'on l'utilisait ou qu'on l'utilisait mal. Donc, on va devoir... et je crois s'asseoir à la table avec le consommateur. Tu vas me réinviter, dans le fond, Dominique, si je t'entends bien, pour qu'on puisse poursuivre cette discussion-là. Il y a des fortes chances que oui, c'est certain, parce que, et je crois aussi qu'au fur et à mesure, où est-ce qu'on va découvrir et comprendre de plus en plus la loi et comment on va pouvoir la mettre en application, parce qu'il y a des beaux principes. Par exemple, on disait, je dois avoir accès à mes données d'une façon structurée. Je peux les prendre, je peux les avoir. Comme vous pouvez faire aujourd'hui avec Facebook ou LinkedIn. Hein, Yann, tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu dis, je veux télécharger toutes mes données. On n'avait pas ça il y a quelques années. Mais là, maintenant, on l'a. Et là, je suis un concessionnaire automobile ou un groupe. Je suis capable de me donner ça. Et c'est là que je dis, là, il faut qu'on s'assoie tout le monde ensemble parce qu'il y a beaucoup de réponses à avoir. Je suis excité. Je suis content de la porte que tu ouvres dès aujourd'hui, Dominique, pour réfléchir où se retrouve le consommateur là-dedans. Puis j'aimerais ça qu'on puisse parler de confiance éventuellement. Puis je trouve que la plateforme est la bonne pour qu'on puisse en jaser. Parce qu'il y a moyen, on peut dire on est réactif face à la loi, on l'applique, puis au final, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est fini. Mais on peut aussi réfléchir à une manière de faire les choses différemment pour que le consommateur se mette en confiance. Là. Écoute, on ne s'est pas parlé, là, mais tu dis ça, j'ai des frissons parce que pour moi, c'est l'opportunité de dire, on peut-tu aller même un pas en avant pour dire, hey, regarde, on va être, nous, l'industrie automobile, là, celle qui va s'auto-réguler d'une façon structurée, qui va être la plus en avant pour le respect de vos données privées. C'est sûr qu'on en veut de la data, on veut bien vous servir. Je veux dire, quand je vais sur Amazon, je veux qu'il utilise ma data. Qu'est-ce que je fais avec, comment je la distribue et tout ça, mais je pense que c'est une belle opportunité pour notre industrie de mettre à la lumière du jour ce que la très grande majorité de notre industrie est, les professionnels, la transparence, la vieille image qui traîne, parce que un peu comme des fois, je ne veux pas dire les vax et les anti-vax, mais des fois, il y a une minorité qui fait plus de bruit, mais moi, je suis en amour avec notre industrie.
Je ne dirais pas que je suis en amour avec toi, je ne veux pas partir ça, mais je suis en amour avec tous les gens qui sont passionnés par notre industrie aussi. Puis c'est pour ça que j'ai des belles conversations et je crois fondamentalement que ça va être l'opportunité pour qu'on s'assoie ensemble comme écosystème puis qu'on puisse offrir une expérience agréable pour le consommateur, facilitateur, puis dans la confiance, dans le respect de la vie privée puis de la data. Puis le manufacturier n'aura pas le choix d'embarquer là-dedans, parce que là, je ne vais même pas parler de la data qui est dans l'automobile qu'on conduit. Absolument. C'est un sujet Yann, en soi. je t'ai pris beaucoup de ton temps. Je vais te laisser aller travailler parce qu'on a besoin que cette belle présentation du 19 soit prête. On va te laisser aller rejoindre tes collègues. Je vais faire comme si tu travaillais sur le dossier, mais dans le fond, je sais que c'est eux autres qui font tout. Mais blague à part, je veux te remercier, pour ta disponibilité. Je crois aussi qu'il y a bien des gens, des concessionnaires, des partenaires qui n'avaient pas eu la chance d'échanger avec toi, puis de voir un peu ta position. Je ne dis pas que ta position reflète celle de la Corpo, mais tu sais, je peux dire, sans me tromper, que tous les gens que je connais à la Corpo, c'est ce que je sens. Puis je vais dire aussi dans d'autres corpos régionales. Je ne voudrais pas nommer de nom, mais j'ai des gens que je connais qui s'impliquent de plus en plus dans les corpos régionales aussi, dans le désir de rassembler les concessionnaires pour le but commun. Je pense qu'on va avoir une très, très belle grosse année. On va peut-être se faire juste des meetings dans le métaverse en virtuel. Mais je pense que pour avoir un petit peu plus de plaisir la prochaine fois, on parlera de blockchain ou d'NFT, tout ça. Je suis en train de rechercher en ce moment quelqu'un au Québec pour faire ça avec la communauté. Les NFT, fait qu'on est en train de regarder ça. Donc, à l'écoute, si vous êtes québécois, peut-être qu'on fera des œuvres d'art. Écoute, pour les dons, les fondations, je ne sais pas, quelque chose. Ça pourrait être plaisant. Dominique, je suis un tannant, j'aime ça les mots de la fin. Moi, je suis un Christy de tannant. Je te laisse le mot de la fin. Vas-y. C'est un disclosure. Je veux dire à tous tes auditeurs, Dominique est pareil comme Facebook. Pareil. Il va faire semblant qu'il veut te vendre du café. Là. Il va faire semblant qu'il veut te vendre du café, mais dans le fond, ce que tu cherches, c'est ce qu'on a dans nos têtes, Dominique, qui est tout de suite vu. Je suis coupable. Le café de la communauté qui va être lancé bientôt. Là, on a des précommandes. Ben, c'est pour se réunir, c'est l'excuse. C'est vraiment l'excuse pour s'asseoir à une table. Ben raison, parce que le café, le profit que je vais faire avec, je vais le redonner aux fondations. J'en reparlerai un petit peu plus tard cette année, mais c'est la courroie de transmission. Puis tu vois, ça a fonctionné. On a pris un bon café. On a fait ça entre 2 fins de mois, pour le vrai. Puis merci Yann, merci de ta disponibilité. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille souvent dans l'ombre ou en bonne partie de la Corpo pour fournir les informations qui sont extrêmement importantes pour les concessionnaires. Merci à tous ceux qui écoutent, qui sont concessionnaires ou qui sont partenaires. Communiquez avec moi ou Yann si vous n'avez pas pu prendre en note le courriel. Je vais le remettre aussi dans les scripts. Je vais aussi partager l'information pour le premier rendez-vous pro qui est le 19 janvier. On est en ce moment live, mais pas diffusé. Le 17, il est 1h15, fait qu'on va essayer de mettre ça en ligne le plus tôt possible. Inscrivez-vous à la formation. C'est le début de cet apprentissage-là et on va ensemble avoir du plaisir en 2022. C'est juste ça que je nous souhaite. Sur ces sages paroles, merci encore une fois. Je vous dis à tous, considérez-vous comme salués et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Faut savoir agir entre 2 fins de mois.